Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du 18 novembre 2019. Donc, l'adoption de l'ordre du jour et questions pour le public sur les points à l'ordre du jour. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Donc, une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Merci, M. Lucier. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 octobre 2019 et aussi de la séance extraordinaire du 4 novembre 2019. Madame Martel. Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Parfait, Madame Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service communication. On parle d'acquisition d'un logiciel de communication de masse. Madame Fontaine. Oui, donc la ville de Dolbeau-Mistassini a été mandatée par la MRC de Maria-Chapdelaine et plusieurs municipalités du territoire pour procéder aux achats pour assurer la mise en œuvre du plan d'action en sécurité civile. Donc, l'acquisition d'un logiciel de mobilisation de masse fait partie intégrale des actions convenues au plan. Le comité de travail a procédé à l'analyse de plusieurs solutions en matière de communication de masse et que ceux-ci recommandent uniquement de retenir les services de la firme Locomotive. Donc, la ville de Dolbeau-Mistassini acquiert la plateforme de communication citoyenne Memo auprès de la firme Locomotive Inc. pour la somme de 25 869,38 taxes incluses et que la somme soit puisée à même le fonds réservé aux fins de la service de la sécurité civile pour et au nom des municipalités participantes, entre autres, et notamment la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux et les 2 TNO. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service communication. On parle de la mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. M. Rousseau. Oui, considérant l'acceptation par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion du projet et des municipalités attrayantes présenté par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme Mobilisation Diversité, considérant l'octroi par le ministère d'une somme de 34 000 pour 2019-2020, qui correspond à 50 des coûts du projet qui sera déployé dans 6 municipalités du Lac-Saint-Jean à raison de 2 par MRC, considérant que le montage financier du projet implique une contribution financière de 5 667 par MRC et de 2 833 par municipalité, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini est l'une des 6 municipalités ciblées pour participer à ce projet, considérant que c'est la MRC Domaine du Roi qui est désignée pour agir à titre de mandataire auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion, considérant qu'il y a lieu de confirmer l'engagement financier de la Ville dans le projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. Donc, je propose que la municipalité accepte, que le conseil municipal accepte que la Ville confirme son engagement financier au projet, qui autorise le montant d'une somme de 2 833 à la MRC Domaine du Roi. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point 5 est un rapport d'analyse de soumission. On parle de finances. C'est le contrat C-2470-2019. Service professionnel en évaluation foncière pour 2020 jusqu'à 2025. M. Gagnon. Oui, il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 5 novembre 2019 concernant l'octroi du contrat d'évaluation foncière où la directrice des finances ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent qu'un processus contractuel public a été réalisé, qu'une société a déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 5 novembre 2019 où la directrice des finances et la responsable des approvisionnements recommandent, suite à l'analyse réalisée par le comité de sélection, d'octroyer le contrat au seul soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage nécessaire à l'octroi du contrat, soit à la société Les Évaluations Civimic BTF Incorporée pour un montant de 309 972,60 taxes incluses pour la première année, montant qui sera indexé selon l'IPC avec un maximum de 5 % pour les années subséquentes. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît.
On y va maintenant pour un rapport de service finances. Autoriser le financement temporaire de 12 millions. C'est pour les signatures et la personne qui va signer ce contrat-là est M. Bouchard. 12 millions. Oui. Non, ben c'est assez courant. Là. Donc, l'idée, c'est qu'on doit financer à court terme là, ou temporairement plutôt des projets. Dans ce cas-ci, on parle entre autres là, d'une partie de l'Aquagym et de la route de Vauvert. Donc, on doit aller en soumission auprès d'institutions financières afin d'obtenir le meilleur taux d'intérêt. Et dans les soumissions obtenues, elles étaient conformes et la meilleure est celle de la Banque Royale avec un taux préférentiel de 3,95 moins 1 donc 2,95 Oui. Donc, c'est quand même appréciable là, comme résultat. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. On y va maintenant au point numéro 7, qui est un rapport de service finances. On parle de la liste des dons et subventions. On va demander à M. Lucier, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, donc différentes subventions qui ont été reçues au niveau de la ville et acceptées. Parmi les demandes qui ont été acceptées, on retrouve certains membres au niveau du club du 1000, également certains au niveau du judo, du taekwondo, la Société Saint-Vincent-de-Paul, le club Madilutte. Donc, différentes demandes comme ça. Il y en avait plus de 14 reçus, un peu moins d'acceptés, pour un montant total de 3 000 $. Donc, j'en fais la proposition. Parfait, M. Lucier. Donc, merci beaucoup. Sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant, qui est un rapport de service finances, liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2019. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire, alors, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport de service finances du 12 novembre, où la Commission des finances recommande d'accepter la liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2019, telle que déposée aux membres du Conseil municipal, totalisant un montant de 4 924 312,06, dont 4 559 246,45 sont des comptes payés et 365 065,61 sont des comptes à payer. Je propose que le Conseil municipal autorise d'accepter la liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2019, totalisant un montant de 4 924 312,06 et en certifie ainsi la disponibilité des fonds. Okay. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, on parle d'accepter la cession des lots 6 332 996 et 6 332 994 du cadastre du Québec. Ça appartient à M. Jean-Marie Saint-Germain et M. André Dallaire. On parle des signatures. Mme Fontaine. Oui, donc, lors de la réfection de la rue Bédard, la ville de Dolbeau-Mistassini a relevé qu'une partie du trottoir longeant cette rue se retrouve entièrement sur des propriétés privées. Donc, considérant que 2 propriétés seraient concernées par cette opération cadastrale, soit celle située au 86 avenue Gaudreau, appartenant à M. Jean-Marie Saint-Germain, et celle se trouvant au 87 avenue Parizeau, appartenant à M. André Dallaire. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter le projet de cession des lots mentionnés ci haut, et ça tel que soumis par Mme Cathy Savard, notaire. Donc, que le conseil municipal accepte la cession à titre gratuit des lots 6 332 996 et du lot 6 332 994, tel que soumis dans le projet d'acte présenté par Mme Cathy Savard, notaire, que son honneur le maire et le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit acte de cession à intervenir. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, c'est un point qui a été rajouté. On parle d'un appui au maintien de l'actuel système de distribution du Publisac. Monsieur Bouchard. Alors, je vais procéder à une lecture d'une résolution d'appui. Ça va prendre un certain temps, mais en même temps, c'est intéressant. Donc, attendu que le papier utilisé pour l'impression des circulaires et des hebdos régionaux est fabriqué à partir d'une ressource renouvelable, recyclable et écologique, le bois, attendu que de nos jours, sauf exception, aucun arbre n'est coupé pour la stricte fabrication du papier au Québec, attendu que la fibre utilisée provient essentiellement des résidus issus du processus de fabrication du bois de construction, un sous-produit que l'on appelle communément copeaux de bois. Dans le passé, ces résidus devaient être enfouis ou brûlés. Aujourd'hui, ils sont tous valorisés.
Attendu que l'industrie des pâtes et papiers est fortement implantée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'elle y génère des milliers de bons emplois bien rémunérés. Attendu que le Publisac est entièrement constitué à l'aide de matériaux recyclés et recyclables, tant au niveau du contenu imprimé, qui utilise largement les produits en provenance de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que du contenant plastifié, attendu qu'une diminution drastique de la production du Publisac affecterait directement la demande en produits de pâte et papier, notamment en provenance de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et par incidence, les emplois y étant associés. Ici, j'aimerais ajouter qu'on parle de 200 000 tonnes de papier qui sont nécessaires pour la production du Publisac, et à titre indicateur, notre usine produit 140 000 tonnes de papier par année. Alors, attendu qu'il est important de souligner qu'au Québec, aujourd'hui, les copeaux constituent une part importante des revenus de quelques 100 usines de sciage existantes dans la province, sans laquelle il serait impossible de maintenir les activités de ces usines. La fabrication du papier est donc une composante essentielle de la filière de la transformation du bois au Québec. Cette filière soutient d'ailleurs l'économie de plus de 225 collectivités dépendantes de l'industrie forestière. Attendu que le producteur du Publisac offre facilement la possibilité aux citoyens ne désirant pas le recevoir de l'en informer et ainsi de se soustraire des rondes de distribution. Attendu que le Publisac est le seul véhicule de distribution pour de nombreux médias locaux écrits qui contribuent à la vie démocratique en informant les citoyens sur les enjeux et réalités locaux. Attendu que le Québec est aux prises avec une crise des médias et particulièrement des médias écrits, ce qui met en lumière l'importance et la fragilité de l'information locale écrite. Attendu qu'une partie importante de la population défavorisée utilise le contenu publicitaire du Publisac sur une base régulière afin de combler ses besoins. Alors, je propose que le conseil municipal appuie le maintien de l'actuel système de distribution du Publisac à titre de vecteur économique respectueux de l'environnement, de diffuseur médiatique local de première importance et d'acteurs socio-économiques essentiels pour les populations défavorisées. Merci, M. Bouchard. Donc, résolution qui va être transmise, entre autres, au ministère des Affaires municipales, à la Ville de Montréal, évidemment, aussi à d'autres municipalités. Donc, évidemment, c'est une question très sensible. Et vous le savez, dans ce dossier-là, pourquoi qu'on parle de ça ce soir, c'est que la Ville de Montréal veut se doter d'un règlement qui fera en sorte que les gens seraient obligés, à l'avenir, d'appeler pour avoir leur Publisac. Donc, vous comprenez que là, ça met vraiment une pression énorme sur la distribution, puis vraiment sur la viabilité à long terme du Publisac. Et ce qu'on a comme information, c'est que présentement, le système marche très bien. Les gens veulent de leur Publisac. Mais si on y va sur un système où les gens vont être obligés d'appeler pour avoir le Publisac, là, ça va être un autre paire de manches. Donc voilà, merci, M. Bouchard. Sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le rapport de service greffe, qui est de l'avis de motion au règlement numéro 1764-19, qui modifie le règlement numéro SQ 1703, qui concerne les nuisances et ses amendements. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire, afin de permettre à la population ainsi qu'à M. Bouchard d'avoir des poules sur son terrain, on doit prévoir une réglementation. De plus, on va en profiter pour réglementer l'empiètement occasionné par les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie. Donc, je propose l'avis de motion. Merci, M. Rousseau. Donc, avis de motion, pas de vote là-dessus. Le point 12, qui est un rapport de service greffe, on parle d'un avis de motion. Cette fois-ci, c'est pour le règlement numéro 1768-19, qui a pour objet de modifier le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle. Monsieur Gagnon. Oui, alors je donne l'avis de motion, voulant qu'il soit présenté à une séance ultérieure un règlement portant le numéro 1768-19, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle, que la présentation et le dépôt du projet du règlement numéro 1768-19 ont été faits en même temps que la présente avis de motion, que chaque membre du conseil municipal a reçu toute documentation utile à la prise de décision au plus tard 72 heures avant l'heure fixée par le début de la séance. Merci, M. Gagnon. Encore une fois, un avis de motion. Le point suivant qui est un rapport de service greffe concernant Municipalité Amis des aînés, le programme de soutien à la démarche. M. Bouchard.
Oui, alors pour être admissible à ce programme, c'est les MRC qui doivent déposer une candidature, mais chacune des municipalités doit aussi signifier sa participation et adopter une résolution en ce sens. Donc, c'est pour cette raison que je propose que le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini confirme sa participation à la demande d'aide financière collective qui sera adressée par la MRC de Maria-Chapdelaine au secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux et que nous sommes d'accord sur le fait que les travaux visés le seront sous la coordination de la MRC de Maria-Chapdelaine. Tout ça vise éventuellement à avoir une demande d'aide financière pour avoir une personne ressource. Là, finalement, c'est ce que je comprends, c'est ça, M. Gagnon? C'était bien le cas. Pour avoir une personne ressource, donc pour nous aider à encadrer les activités en lien avec le déploiement de cette politique. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. On y va avec le point 14, qui est un rapport de service greffe. On parle de vente pour défaut de paiement de taxes 2017, 2018 et 2019. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, tous les ans, la directrice des finances et trésorière de la Ville produit une liste des taxes impayées afin de permettre au conseil municipal de passer une résolution ordonnant au greffier de la Ville de procéder à la vente des immeubles en question pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires. Donc, vente qui se fait à l'enchère publique, qui aura lieu cette année, le 13 décembre 2019, là, au bureau du conseil municipal. Je fais donc la proposition que les immeubles devront être vendus à l'enchère publique, les immeubles touchés par cette réglementation-là cette année, que le greffier de la Ville de Dolbeau-Mistassini fera procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon l'article 513 et suivant de la loi sur les cités et villes, que Mme Suzy Gagnon, directrice des finances et trésorière, soit mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la Ville de Dolbeau-Mistassini tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes due et devant se tenir à l'hôtel de ville situé au 1100 boulevard Walberg à Dolbeau-Mistassini, que Mme Suzy Gagnon ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication et que cette dernière ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant satisfaisant pour satisfaire à toute dette privilège antérieure ou égal à celui des taxes municipales. Parfait, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 15, qui est un rapport de service incendie, on parle d'une demande d'aide financière. C'est pour la formation. Madame Martel. Oui, alors, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et habiletés de base requises par les pompiers volontaires à temps partiel qui exercent. La municipalité de Dolbeau-Mistassini, qui dessert le secteur Est de la MRC Maria-Chapdelaine, 8 municipalités et un TNO, désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. La municipalité de Dolbeau-Mistassini prévoit la formation de 8 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. La municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Maria-Chapdelaine en conformité avec l'article 6 du programme. Alors, je propose que le conseil municipal, par résolution, présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour confirmer notre intention de former 8 candidats en 2020 et transmettre cette demande à la MRC Maria-Chapdelaine qui agit comme autorité régionale. Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. On y va avec le point 16, qui est un rapport de service incendie. On parle d'autoriser un processus contractuel de gré à gré pour l'achat d'appareils respiratoires et cylindres et procéder à l'octroi
contrat. Donc, Mme Fontaine. Oui, donc il y a lieu pour le Conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 8 novembre 2019 concernant l'octroi du contrat de gré à gré pour la fourniture d'appareils respiratoires et de cylindres. Donc, considérant que les appareils actuels ne répondent pas aux conditions climatiques de notre région et que leur utilisation met la vie de plusieurs personnes en danger, considérant que l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes nous permet de procéder aussi aux conditions de mesure d'urgence, considérant qu'une demande de règlement d'emprunt a été soumise au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Donc, le Conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 8 novembre 2019, où le directeur du service incendie et la responsable des approvisionnements recommande, suite à l'acceptation de la direction générale et du maire qui agit selon l'article 573.2, d'octroyer le contrat à la société Aréo Feu LTE pour un montant de 395 707 et 16 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. On y va maintenant avec un rapport de service loisirs. On parle de l'entretien, verrouillage et déverrouillage des bâtiments du parc Lyon, du parc de la Piscine, du parc Chopin et parc de la Pointe des Pères. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire, comme vous l'avez dit, la municipalité désire que les blocs sanitaires du parc Lyon, de la Pointe des Pères et du parc Chopin, ainsi que du parc de la Piscine, soient ouverts tous les jours de la semaine au cours de la prochaine saison hivernale 2019-20, et ça de la mi-décembre à la fin mars 2020. Et c'est sûr, tout naturellement dépendant de la température. Considérant que la Ville désire engager des personnes responsables pour voir au verrouillage, déverrouillage et entretien de ces différents bâtiments. Donc, il serait proposé que le Conseil accepte l'embauche de M. Jérémy Lonval pour prendre la responsabilité de l'ouverture, fermeture et entretien ménager des blocs sanitaires du parc Lyon et du parc de la Piscine en lui versant un montant forfaitaire de 1 100 $ par parc pour un total de 2 200 et ça pour une période approximative de 100 jours durant la prochaine saison hivernale. Et aussi qu'on accepte l'embauche de M. Anthony Lemieux, qui prendrait la responsabilité de l'ouverture, fermeture et entretien ménager de la cabane à patins au parc Chopin, au bureau du parc de la Pointe des Pères, en lui versant un montant forfaitaire de 1 007 $ pour le parc Chopin et de 1 326 pour le parc de la Pointe des Pères, pour un total de 2 333, et ça pour une période approximative aussi de 100 jours. Et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier, soient autorisés à signer les ententes à intervenir entre les parties. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point 18, qui est un rapport de service ressources humaines, on parle d'entériner l'embauche de 2 employés occasionnels. C'est au service des loisirs. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que le service des loisirs nécessite des ressources supplémentaires pour le remplacement occasionnel au poste de moniteur et sauveteur, 2 personnes ont soumis leur candidature au terme de leur formation de moniteur et ou sauveteur. L'analyse des candidatures a été effectuée par M. Paul Morel, coordonnateur sportif, et Mme Daisy Dumais, coordonnatrice aquatique. Je propose que le conseil municipal entérine l'embauche de messieurs Marco Bouchard et Christopher Dufour comme employés occasionnels pour agir à titre de moniteur ou sauveteur en date du 26 octobre 2019, et ce, aux conditions prévues par la Convention collective de travail des employés du secteur aquatique, et qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Marco Bouchard et M. Christopher Dufour seront soumis à une période d'essai de 100 heures travaillées. On leur souhaite la bienvenue. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le point 19, qui est un rapport de service urbanisme, on parle de dérogation mineure. C'est pour le 162 4e Avenue, c'est la maison d'intégration Nord-Lac Incorporée. On va demander à M. Gagnon. Oui, alors, considérant que la demande de dérogation mineure présentée par la maison d'intégration Nord-Lac en ce qui concerne son immeuble situé au 162 4e Avenue, que la demande aurait pour effet d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire isolé, soit une remise qui serait implantée à 8,86 mètres du bâtiment principal, alors que l'article 8.4.2.1 du règlement du zonage 1470-11 exige un minimum de 10 mètres, que la demande a été présentée
par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par la maison d'intégration Nord-Lac qui aurait pour effet d'autoriser la construction d'une remise qui serait implantée à 8,86 mètres du bâtiment principal. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des points à apporter avant de rendre notre décision? Donc, n'ayant pas de points sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point suivant, qui est un rapport de service urbanisme. Encore une fois, une dérogation mineure, c'est pour le 388e avenue, le 9221-1689 Québec Inc. Monsieur Bouchard. Oui, alors considérant que la demande vise la construction d'un nouvel immeuble commercial, considérant que la demande aurait pour effet d'autoriser l'implantation du nouveau bâtiment principal à 3,65 mètres de la limite arrière du terrain et à 7,72 mètres de la limite latérale, alors que les réglementations exigent plutôt une marge de 10 mètres pour ce qui est de l'arrière et 9 mètres pour ce qui est des marges latérales. Considérant que le dossier a été présenté à la séance du CCU tenue le 29 octobre dernier. Considérant que les membres du CCU ont également considéré les éléments suivants, que le projet pourra contribuer à améliorer la qualité du bâti dans le secteur, le conseil municipal a déjà accepté par la résolution 19-05-243 une dérogation mineure relativement aux marges du bâtiment projeté. Le projet devra être soumis au règlement sur les PIA Centre-Ville. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, alors je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par M. Lapointe en ce qui concerne l'implantation d'une nouvelle construction dont la marge arrière serait de 3,65 mètres et les marges latérales de 7,62 mètres. Donc, on parle d'une dérogation mineure encore une fois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à apporter avant de rendre notre décision? Donc, n'ayant pas de points nouveaux sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant, qui est un rapport de service urbanisme, on parle d'une dérogation mineure au 147 rue du frère Jude Valois-Voyer. Monsieur Lucier, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande de dérogation mineure présentée par M. Valois-Voyer en ce qui concerne sa propriété résidentielle située au 147 rue du frère Jude, considérant que la demande aurait pour effet d'autoriser la construction de bâtiments accessoires isolés, soit un garage, dont la hauteur intérieure du comble serait de 2,13 mètres, alors que l'article du règlement limite cette hauteur à 1,8 mètres, et que la façade principale du garage aurait une fenêtre se situant à plus de 2,75 mètres du niveau du sol, fini alors que l'article du règlement limite cette hauteur à 2,75 mètres. Considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au CCU, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable en partie de la part du CCU, je fais la proposition que le conseil municipal accepte en partie la demande de dérogation mineure présentée par M. Valois-Voyer, et ça en autorisant l'installation d'une fenêtre en façade du garage localisée à une hauteur supérieure à 2,75 mètres du niveau du sol et en exigeant que la norme relative à la hauteur intérieure du comble soit respectée. Merci, M. Lucier. Donc, encore une fois, il s'agit d'une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à apporter avant de rendre notre décision? Oui. Juste vous présenter. Alors, je parlais on va vous fournir un micro. Ça va être juste de vous nommer quand même. Puis après ça, de nous donner votre... C'est moi, Valois-Voyer. Oui, peut-être. Gars, placez-vous le support à micro. Est-ce que vous êtes plus à l'aise ou... Oui. OK. Peut-être que oui. C'est ça, mettez votre micro dessus. Ben, c'est comme vous voulez. Devant les caméras. OK, parfait. Merci. Bon, dans le fond, la dérogation qu'on demandait, parce qu'il fallait demander une dérogation pour pouvoir faire le garage. Là. Oui. Nous, ce qui nous intrigue un peu, pourquoi c'est parce que à l'étage du garage, la limite, c'est 7 pieds. 7 pieds de hauteur. Puis moi dans le fond, c'est édifié. Nous autres, sur notre plan, c'est 7 pieds. OK. C'est parce que ça serait pas mal plus pratique, selon le plan, d'avoir une hauteur du plafond à 7 pieds. Parce que il y avait deux demandes, si je comprends bien. Il y avait la fenêtre. La première, c'était pour avoir une fenêtre. C'est ça, à 2,75 mètres, plus de 2,75 mètres.
Ça, c'est accepté, mais vous, c'était plus sur la hauteur. Vous demandiez une hauteur de 2,13 mètres, mais nous, le règlement parle d'une hauteur de 1,8 mètres. Oui, bien, nous autres, Oui. parce qu'on a un plan là, pour le garage, on avait fait un plan, là, bonsoir tout le monde. Oui. Puis, ben, c'est ça, là, c'est ça la hauteur. Puis, lui, il mesure 6 pieds. Ça fait que si on va en haut puis on veut serrer les affaires, ben, on est limité, là. Moi, ça me dérangerait pas trop, là, mais c'est ça, là. Ça fait que. c'est ça. Ça fait que là, tu sais, quand on fait une construction, on veut bien que ce soit pratique, là. Puis là, je sais pas, moi, qui fait partie du comité, là, puis comment ils prennent les décisions. C'est sûr qu'il y a des règlements, là, mais... Ben, en fait, de la manière que ça fonctionne, la procédure, là, c'est que nous, il y a des demandes qui se font de dérogation mineure. Comme vous avez fait, là, vous avez rempli le formulaire, puis il y a un comité qui se réunit, OK, qui fait une recommandation au conseil. Donc, nous, pratiquement à 100 ou près, là, on y va dans la recommandation. Dans les hauteurs des garages, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été demandées dans le passé au niveau des hauteurs de garage. La problématique qui est venue avec les hauteurs de garage, c'est qu'à un moment donné, les hauteurs sont venues d'une façon démesurée. Fait que c'est pour ça qu'on est arrivé avec que le plan d'urbanisme est arrivé avec une recommandation de hauteur maximale qui est là. Puis on en a eu d'autres demandes, puis ça a été toujours ramené avec cette hauteur-là maximum qui était de 1,8 mètres. Là, je ne sais pas si les gens voulaient rajouter des choses. Parce que nous autres, qui est au comité d'urbanisme. Puis c'est toujours le principe de dire est-ce que ça cause des préjudices au niveau du règlement, là, d'autoriser ou de ne pas autoriser la dérogation. Là. Fait que là, les gens qui sont sur le comité peuvent... J'ai vu M. Rousseau qui a baissé le micro, M. Bouchard, je sais pas. Ben, en fait, c'est que l'enjeu ici, c'est qu'on veut pas que, avec notre réglementation, que ça devienne habitable. Ah ouais. Pour pas créer un précédent, parce qu'il y a déjà eu des cas similaires. C'est ça. Donc, quand tout ça est isolé, puis que, bon, alors là, ça... faut pas que ça devienne habitable ou que ça pourrait être un loft à la limite ou un endroit loué ou quelque chose comme ça. L'enjeu, il est là. Ouais, c'est nous autres, pas que c'est ce que vous voulez faire, pas notre mais intention. l'enjeu, il est là. Ouais. C'est pour ça, principalement. Que le règlement existe. Ce qu'il faut penser, oui, c'est ça. Ce qu'il faut penser, c'est que les règlements, c'est pour tout le monde. Vous, je comprends votre demande, mais une autre personne arriverait et il voudrait avoir une hauteur plus haute. Ben là, on ne sait pas si ça ne pourrait pas faire dedans aussi un logement ou un petit loft, une affaire comme ça. Fait que la réglementation qui a été mise en place fait quand même un bon bout de temps, là. C'est pas seulement pour vous, là. C'était avant aussi. C'est pour ça qu'on a mis cette hauteur-là, puis c'est pour tout le monde. Ça s'applique partout, là. Ben, je comprends que c'est pour tout le monde, là, mais je sais pas, vous avez des dérogations, ça fait qu'on demande. Là, oui, puis c'est correct. C'est correct, là. Il faut dire que dans ce dossier-là, on a accepté de la dérogation pour la fenêtre, parce que la fenêtre aussi n'était pas réglementaire, mais on l'a accepté. Mais pour ce qui est de la hauteur, pour le toit, puis pour l'intérieur, c'est sûr qu'on ne l'a pas accepté. Ah, c'est quelque chose. Ben, c'est parce que nous autres, le plan était comme ça fait qu'on aurait aimé respecter le plan. Là. Puis vu que notre maison est plus haute, ben, sur le terrain plus haut, puis lui, il est plus bas, le garage, sur l'autre terrain, ça fait que... Puis on s'est informé, oui. C'est pas pour la hauteur maximale de votre garage. Moi, je parle bien de l'intérieur. L'intérieur du... Parce que le pignon, la hauteur du garage cause pas problème. Dans l'optique où ce que l'esprit de la loi, c'est que le pignon du garage, faut pas qu'il soit plus haut que le pignon de la maison. Fait qu'à de ce point de vue-là, c'est la partie en haut, là. Ouais, ça, c'est pas un problème, mais c'est la hauteur du plafond à l'étage. Nous autres, on voulait avoir 7 pieds de haut. Là, je parle pas de mètres, je parle en 7 pieds. Mais si on avait demandé, mettons, 6 pieds et demi, ça pas... c'est vraiment 1,8 mètres. Pieds. Ouais, 1,8 mètres, ça doit donner ça, 6 pieds, là. C'est 3,28, là. 6 pieds 1. Ah non, même si vous auriez demandé 2-3 pouces de plus, non, ça n'aurait pas. Je pense pas que ça changera la décision à ce cas-là. C'est limité à 6 pieds. Okay. Et puis ça, ce règlement-là, il est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont arrivé par rapport à ça, là, des hauteurs habitables, puis là, des lofts, des ci, des ça. Fait qu'en faisant ça, ben ça limite quand même là, les utilisations. Mais comme je vous dis, ça a été quand même... la dérogation était quand même acceptée en partie. Là. Mais ça ne changera pas l'aspect extérieur de votre garage. Ce que je comprends, c'est vraiment juste en dedans, à l'intérieur. Là. Mais on peut savoir pourquoi ça a été limité à 6 pieds? Bien, c'est justement pour ne pas donner trop de liberté dans le sens où si on permet, bien là, tu te ramasses justement avec des lofts, des cibles, des ça. Il faut que ça reste dans l'esprit
que c'est un grenier ou c'est un espace de rangement. Il ne faudrait pas que ça soit un loyer. C'est ça. C'est ça. C'est dans cette optique-là. Parce que ça s'est déjà vu, là, des gens qui... Oui, ça s'est vu. Garage. On l'a vu dans d'autres dossiers. C'est qui fait partie du comité, là? C'est les conseillers ou Oui, c'est... mais il y a d'autres gens du public, mais eux, on ne peut pas les nommer. C'est un comité, mais il y a des citoyens. M. Rousseau, on Ouais. siège dessus. Mais sachez que la Ville n'est pas en majorité là-dessus. Je veux dire, c'est décidé avec tout le comité. Là. Donc, il y a des gens, des citoyens de la Ville qui ont donné le nom. 7 au total. 7 au total. Oui. Fait que c'est vraiment une décision du comité d'urbanisme. OK. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point 22 qui est un rapport de service urbanisme. On parle du PIA Centre-Ville, du 133 à 137 Avenue de l'Église. On parle de la fabrique de la paroisse de Saint-Michel. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, la demande a été présentée par Mme Sylvie Savard. Elle vise à la construction d'une annexe attenante à l'église qui servira de réfrigérateur communautaire pour les personnes dans le besoin. La demande a été présentée par le service d'urbanisme au CCU du 29 octobre 2019. Et considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que le revêtement extérieur choisi pour l'agrandissement n'est pas le même que le reste de l'église et qu'il est obligatoire d'avoir de la brique de la même couleur puisqu'il s'agit d'un bâtiment d'intérêt culturel. Le projet respecte de manière générale les critères du PIA, sauf en matière de matériaux de revêtement et de leur couleur. Je propose que le conseil municipal accepte les plans déposés par la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour l'agrandissement de l'église par l'ajout d'un frigo communautaire, et ce, sous réserve d'utiliser les matériaux d'origine pour le revêtement extérieur de l'annexe. Merci, Madame Martel. Donc, c'est un PIA. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, on parle du PIA Centre-Ville. C'est pour le 349 8e Avenue. C'est pour Crevier Immobilier Incorporé. Madame Fontaine. Oui, donc la demande est présentée par Mme Kathleen Godbout en ce qui concerne les enseignes du bâtiment commercial. Donc, la demande vise à modifier les enseignes et le parement extérieur de la marquise de la station-service avec un nouveau revêtement de panneaux d'alpolique de couleur bleue. Donc, la demande a été présentée au service d'urbanisme et elle a reçu un avis favorable de leur part. Donc, que le conseil municipal approuve les plans déposés par Mme Kathleen Godbout concernant la modification des enseignes et le parement extérieur de la marquise de la station-service. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 24, qui est un rapport de service urbanisme. On parle du PIA Centre-Ville. C'est pour le 1520-1526 rue des Pins. C'est immeuble Gabriel Prévost et fils. Monsieur Rousseau. C'est ça, oui, Monsieur Prévost nous fait une demande concernant ce bâtiment-là. Donc, considérant que la demande vise à modifier le revêtement extérieur du bâtiment en installant un déclin de vinyle couleur gris orageux avec coin en vinyle blanc. Considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au CCU, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, donc je propose que le Conseil approuve la demande de M. Jean-François Prévost. En ce qui concerne la modification du revêtement extérieur de son bâtiment situé au 1520-1526 rue des Pins. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 25 est un rapport de service urbanisme. On parle du renouvellement de l'entente avec le service conseil en rénovation patrimoniale. On l'appelle le SARP. M. Gagnon. Oui, le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi sur les cités et villes et la loi sur les compétences municipales. Considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire appuyer les différentes initiatives citoyennes dans le but de préserver l'identité territoriale et de mettre en valeur le cadre bâti, visuel et le milieu de vie des citoyens, que la ville s'est engagée à encourager l'amélioration du cadre bâti et la protection des biens à intérêt patrimonial, historique, architectural et écologique, considérant que depuis 1996, le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale accompagne les municipalités afin de mettre en valeur leurs bâtiments à intérêt patrimonial et l'environnement bâti. Considérant que la Ville offre, en collaboration avec le SARP depuis 2007, son programme d'aide conseil à la rénovation patrimoniale pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.
Considérant qu'une nouvelle entente a été déposée en 2019 par le SARP dans le but de maintenir le programme d'aide pour les 3 prochaines années, considérant que le SARP offre les tarifs suivants pour 21 consultations et plus sur 3 ans, pour les consultations résidentielles en 2020, ça irait dans les montants de 631, en 21, 637 et en 22, 643. Et pour les consultations commerciales en 2020, 1091, en 21, 1102 et en 2022, 1113 $. Et pour les affichages, 717 pour les 3 années. Alors, je propose que le conseil municipal accepte l'entente de service conseil en rénovation patrimoniale avec le SARP pour l'année 2020, 21, 22 et autorise la directrice de l'urbanisme à signer la dite entente au nom de la Ville. C'est proposé. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. On passe maintenant des motions de félicitations. La première motion de félicitations pour les membres du comité organisateur de la fin de l'Halloween, ici même à l'Hôtel de Ville. Très belle soirée, très belle édition. Encore une fois, je pense que les gens apprécient beaucoup cette formule-là de décorer l'Hôtel de Ville. Je remercie d'ailleurs Mme Martel qui était présente ce soir-là, bien déguisée. Moi-même qui était aussi bien déguisée. On avait, je pense, une bonne personne qui était là. Mme Fontaine qui était là aussi, donc pour participer à l'événement. Donc, je pense que ça a été bien apprécié. Au niveau de la fête de l'Halloween, il y a aussi le comité qui était en place là, au niveau du conseil. Les citoyens, donc tout le monde, je pense qu'on frappe vraiment dans le mille avec cette fête-là qui va sûrement revenir l'année prochaine, donc j'en suis persuadé. Le Club Panache aussi qui a fait toute une belle soirée dans leurs nouvelles installations. Donc je pense que ça a été un bon choix aussi pour avoir participé. L'aréna, cette année, on était dans l'aréna principale. On avait loué un plancher pour ça, donc au niveau visuel, au niveau éclairage, au niveau... en tout cas, je pense que c'était vraiment tout un plus. Et les gens du Club Panache étaient très heureux de cette décision-là de changer d'endroit. Et la Ville, comme on l'a dit, on était vraiment encore collaborateurs dans ce dossier-là. On est très heureux de la participation. Au-delà de 1000 personnes facilement qui ont participé à cette activité-là. Il y a aussi le membre du comité du organisateur du Jour du Souvenir qui était ici à côté de moi, vous le savez, où nos installations permanentes. Donc, j'ai eu l'occasion d'y participer cette année. Il y avait des gens qui étaient invités d'un peu partout à venir prendre part à ce Jour du Souvenir. C'est toujours spécial là, d'être là et d'entendre là, la façon que ça procède. Donc, encore une fois, je pense que c'est important de reconnaître ce que ces gens-là ont fait à travers le temps là, pour qu'on ait aujourd'hui le monde qu'on a présentement. Donc, ils ont sûrement contribué à ça, mais surtout, merci au comité organisateur. Il y a le 30e du Centre de santé mentale Larimage que j'ai malheureusement pas pu participer, mais j'ai quand même 2 personnes ici qui étaient présentes, M. Patrice. M. Stéphane et M. Patrice. Donc, je ne sais pas si vous aviez un petit mot de... C'était très bien organisé, oui, d'une part. Oui. Puis, il y avait une première partie protocolaire du côté de l'auditorium de la salle Thérèse-Plante. Oui. Puis ensuite, la deuxième partie, c'était le brunch. Puis la salle Thérèse-Plante était presque pleine. Bon. Ça donne une idée de la participation. Oui. Statistique intéressante, en 30 ans, ils ont aidé 10 000 personnes. Quand même, 10 000 personnes. Donc, je pense que c'est le chiffre magique qu'on a retenu. Là. Fait que ça démontre que ça répond vraiment à un besoin. Oui, effectivement. Effectivement, très important dans le milieu. Et aussi le 60e du club Richelieu de Dolbeau-Mistassini. Donc ça, j'ai participé aussi. 60 ans, c'est quand même pas rien. Une soirée qui se déroulait au Suite 117. Donc, il y avait des gens des Richelieu aussi, de d'autres municipalités qui étaient là. Entre autres, moi, je savais pas, mais les parrains, si vous voulez, des Richelieu de Dolbeau-Mistassini, c'était Roberval. Donc, eux autres, ils fonctionnent de même. Mais ça fait 60 ans, il y avait des gens qui sont là, pas depuis le début, mais qui sont là, que ça fait quand même assez longtemps, qui étaient présents à cet anniversaire du Club Richelieu, qui, on sait, vient en aide, entre autres, je ne veux pas me tromper, aux cadets et aussi aux organismes jeunesse, sont surtout rattachés à la jeunesse. Il y a eu le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Il y a eu 2 membres qui ont déposé. Il y a aussi le dépôt de l'étude budgétaire au 30 septembre 2019 qui a été fait. Donc ça a été complété. Il y a la période de questions pour le public.
Oui, excusez, oui. Si vous voulez pas... Excusez. Oui. J'avais... excusez, Mme Gagnon. J'espère que vous allez me pardonner. J'ai oublié que oui, il y a eu le dépôt, mais évidemment, on veut des explications qui vont avec. Donc, c'est ça, c'est l'étude au 30 septembre 2019. Cette étude-là, pour vous mentionner qu'est-ce que c'est en réalité une étude qui se fait en 2 temps. La première fait la comparaison à la même date l'année dernière et la deuxième, dans le fond, fait la comparaison avec le budget où on a 9 mois d'exercice de réaliser et 3 mois d'estimation. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps sur la première, seulement pour vous dire qu'au 30 septembre 2019, on avait 23 320 980 en revenus comparativement à 23 452 265 en 2018. Et au niveau des dépenses et affectations, là, au 30 septembre 2019, on a dépensé pour 17 854 1301 versus 2018, là, au 30 septembre, on parle de 18 170 366 $. Donc, l'étude qui est la plus intéressante, à mon avis, c'est celle que je vais vous présenter. C'est elle qui fait la projection à savoir si on s'en va vers un surplus ou un déficit. Donc, en date du rapport, au 30 septembre, l'étude démontre un surplus budgétaire pour l'exercice 2019. On parle d'environ 358 031 $. La projection des revenus de fonctionnement pour l'exercice 2019 devrait être autour de 24 891 447 $. Tandis que c'est une hausse, là, en réalité, là, on parle d'une hausse de 2,4 par rapport au budget, une hausse de 584 195, tandis que les dépenses et affectations, elles aussi, seront à la hausse. On parle d'un montant de 24 533 416 $. C'est une hausse de 0,9 par rapport au budget. J'ai annexé derrière mon rapport là, les différentes explications sans rentrer dans chacune parce qu'il y a quand même plusieurs paragraphes. Là. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'au niveau des revenus, principalement, là, on note 2 choses intéressantes. On anticipe une hausse dans les revenus là, de services rendus d'environ 37 000 $. C'est lié aux opérations du camping, des campings municipaux. Cette année, ça a été une très bonne année au niveau des campings municipaux. Donc, ça nous apporte des revenus supplémentaires. Et deuxièmement, là, il y a une hausse aussi dans les autres revenus. Là, on parle d'un montant de 453 000 qui sont principalement reliés à plusieurs choses, mais dont des revenus de coupe de bois, des revenus en intérêt, cession d'actifs par des ventes de terrain et diverses donations. Maintenant, au niveau des dépenses, à proprement dit, on peut retenir que nous allons revoir à la baisse là, les dépenses salariales dans l'ingénierie, principalement. Là, il y a eu cette année plusieurs départs dans les postes de techniciens en ingénierie et certains d'entre eux là, n'ont pas pu être remplacés dans l'immédiat. Donc, ça nous apporte une économie. Par la suite, nous revoyons à la hausse les budgets d'entretien du réseau routier rural. Là, on parle d'un montant de 50 000 $ principalement relié là, à l'entente tripartie avec la municipalité de Péribonka, Rio Tinto pour la première phase là, de la réfection de la route de Vauvert. Toutefois, là, il faut dire que cette dépense-là a été comblée là, par le surplus accumulé cette année. Par la suite, nous anticipons aussi un dépassement d'environ 42 000 $ là, dans les dépenses au niveau des ponts et ponceaux. Cette année, il a fallu refaire en urgence là, un ponceau au niveau de la rue de l'Amicale. Cette réfection-là ne pouvait pas attendre une année supplémentaire, donc ça nous a apporté des frais supplémentaires. La neige, maintenant, au niveau de la neige, on anticipe un dépassement au niveau de la neige en 2019. Il faut dire que, je pense que je vous l'avais dit lors de la première étude budgétaire, l'hiver a été très long
en la fin de l'année 2019, là, ben, pas la fin de l'année, là, mais en tout cas la fin de la saison 2018-2019. Et là, on a de la neige. Donc, ce qui fait en sorte que les dépenses... Normalement, là, on va avoir une dépense supplémentaire encore de 70 000 cette année. On parle de transport de la neige surtout et l'opération du site, ben, les mètres cubes déposés au site. Par la suite, on anticipe aussi un dépassement d'environ, je pourrais vous dire, de 25 000 là, dans... c'est pas un dépassement, c'est une économie dans les opérations des campings municipaux parce que au niveau là, on a eu des subventions salariales, ce qui fait aussi, qui explique aussi un bon résultat au niveau des campings. Et enfin, là, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous allons réaliser une économie d'environ 65 000 en paiement d'intérêt sur les financements permanents. Le taux d'intérêt encore là, du marché là, est très bon. Donc, les obligations là, nous permettent là, de faire une bonne économie au niveau des intérêts qui sont budgétés. Tout ça pour nous amener à l'évolution prévisible du surplus cumulé non affecté. Au début de l'année 2019, on avait un surplus qui se chiffrait à 1 875 579. Avec les revenus anticipés et les dépenses que je vous ai nommées dernièrement, on a un surplus budgétaire anticipé à 358 000 358 031 $. On a utilisé le surplus accumulé cette année pour faire l'acquisition de l'immeuble au 34 rue Sasseville, un montant de 314 962. Et aussi, comme je vous disais, l'entretien l'entente d'entretien pour la route Vauvert, un 50 000. Tout ça pour nous porter au 31 décembre 2019, un solde prévisible pour le surplus cumulé non affecté à 1 868 647 $. C'est normalement les chiffres en date du 30 septembre pour l'exercice budgétaire 2019. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Très bien expliqué. Je pense qu'on est à la période de questions publiques tantôt. Je dit qu'il n'y avait pas de questions. Mais je pense que là-dessus, il va probablement avoir des questions pour les journalistes. Mais avant d'aller là, on avait une question en ligne qui avait été concernant la présence de plomb dans l'eau. Donc là-dessus, je vais laisser M. Lemieux répondre. Là, c'est plus technique. Oui, bien en fait, il y avait une question du public qui nous est venue par Internet concernant la situation du plomb dans l'eau. Oui. On sait que dans le palmarès des villes, la ville de Dolbeau-Mistassini était apparue, mais c'était parce qu'on avait fait à l'époque un test où il y avait une erreur d'échantillonnage. Mais ça reste quand même statistiquement dans les bulletins du ministère. Sauf que c'était une erreur à l'époque. Pour ce qui est de la présence de plomb dans l'eau et les changements de façon de fonctionner qui vont être demandés par le ministère pour les prises d'échantillons, ce que la ville de Dolbeau-Mistassini a décidé de faire, c'est de devancer les grosses analyses qui devaient être faites au mois de mai prochain. On les fait présentement. Je pense qu'on est en cours de prise d'échantillonnage selon une nouvelle méthode. On fait le gros rapport qu'on appelle, là, qui va nous donner un peu là, si on a de la présence de plomb dans l'eau dans différents secteurs. Fait que la Ville a décidé d'être proactive, de ne pas attendre au mois de mai, parce que si jamais il y a des interventions à faire, bien, ça va nous permettre, dans le courant du processus budgétaire qu'on est en train de faire, de peut-être prévoir des interventions au besoin. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas, à part le test qu'on avait eu au niveau des erreurs, mais on ne sait pas comment ça va sortir avec la nouvelle façon d'échantillonner qui est présentée par le ministère. C'est un peu ça, la situation au niveau du plomb. Parfait. Merci beaucoup, M. Lemieux. Donc, on rappelle que vous pouvez poser vos questions en ligne via notre site Internet. Question pour les journalistes maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Alors... il y a eu un point sur l'acquisition d'un logiciel de communication de masse. Est-ce que c'est un système téléphonique ou quelque chose comme ça qui pour envoyer des messages du style consommez pas d'eau ou peu importe là ou Bien, c'est relié à la sécurité civile. Il fallait acquérir un système de logiciel de masse, puis on va pouvoir s'en servir au niveau de la ville pour à d'autres fins, mais ça va être quand même limité. Là. Ça va être vraiment pour des questions
importante au niveau de la ville, mais ça ne sera pas pour santé publique, exemple. Si on parle de plomb, exemple, on aurait une problématique au niveau de l'eau, ça pourrait servir à ça. Mais ça ne servira pas là, pour annoncer des événements ou quoi que ce soit. Là. Oui, et c'est ce que j'avais compris, mais et donc, c'est quoi? C'est des systèmes téléphoniques automatisés, c'est-tu bien ça? Ou... Téléphonique, courriel, texto. Tout okay, au complet. Parfait. Aujourd'hui, c'est vrai. J'ai compris tout à l'heure, quoi, on le fait-tu pour le compte de la MRC ou j'ai mal compris? Ou... Bien, c'est le compte de la MRC, mais en réalité, ça va être divisé par municipalité. Là. Donc, c'est via le CSI, le Comité Sécurité Incendie. Là. Et on avait on avait des obligations à répondre, qui étaient entre autres d'avoir un système de communication de masse, d'avoir les systèmes de génératrices pour répondre en cas de catastrophe majeure. Là. Puis ça faisait partie de ça, mais en même temps, nous autres, on va pouvoir s'en servir d'autres choses. OK, donc le service sera aussi utilisé pour desservir d'autres municipalités au besoin. Oui. OK. Effectivement. Et est-ce que c'est quoi, la MRC contribue aussi à l'acquisition? Ou... Non. Par Sainte-Élisabeth. Oui, c'est ça, par Sainte-Élisabeth-de-Pro, mais je veux dire, la MRC en tant que telle, mais pas d'argent. Ça, c'est des argents qui avaient été octroyés par le gouvernement. Là. Quand ils ont dit, à cette heure, on oblige les villes à s'équiper versus là, des sécurités civiles, bon, il y avait des montants d'attribués qui étaient 14 000, 16 000. Ça allait 16 000 si les municipalités se mettaient ensemble. Là. Donc, c'est pour ça que ces montants-là ont été mis ensemble, puis là, on a fait l'acquisition de ce logiciel-là, entre autres, dans ce qu'il y avait à répondre comme obligation. Parfait, merci. Et je voulais aussi parler de la Pointe-Langevin parce qu'on a vu circuler des photos là, qui étaient assez horribles ces derniers temps. Oui. Il y a l'air d'avoir eu beaucoup d'érosion. Est-ce que, je sais que plus tôt cette année, on avait dit, bon, le périmètre de sécurité va demeurer là où il est, mais là, en regard de ce qui s'est passé, est-ce que ça change? Non. Ou... Non. Ben, c'est à l'intérieur du périmètre. Donc, c'est pour ça que le périmètre était demeuré là. C'est qu'on avait prévu qu'il allait avoir de l'érosion. Là. On savait qu'il allait en avoir d'autres parce que présentement, on est dans un niveau de lac qui n'est pas haut, puis il y a beaucoup de vent. Donc, on le sait, c'est là que c'est le pire. Quand le niveau est haut, bien, ça protège la Pointe-Langevin. Donc, présentement, on est on a eu un niveau de lac qui était quand même très bas là, au niveau de l'automne. Puis avec les vents, c'est ce que ça fait. Donc, non, on n'est pas surpris. C'est pas ce qu'on souhaite, mais on n'est pas surpris. Là. Et je vous avais posé la question récemment, mais je la réitère au cas où. Pas d'évolution dans le cadre de la constitution du fonds. Québec se fait toujours attendre? Ou... Écoutez, beaucoup de discussions de ce temps-ci. Je vais être honnête avec vous. Là, nous, la Ville, on l'a dit, on a eu d'ailleurs une rencontre avec notre député ce matin. On a eu des discussions versus des points, donc la Pointe-Langevin. Il y a aussi la Ligue des propriétaires qui ont fait des demandes, le ministère. Donc là, je pense que là, on est vraiment rendu à une étape où il y aura des prises de décision qui se prendront. On va voir ce que ça va donner. Nous, notre plan, on l'a dit, notre programme pour les résidents secondaires, il est monté. Il est prêt. La demande officielle a été transmise à Rio Tinto, même si on sait que c'était déjà engagé. Nous, la Ville, on l'a dit qu'on allait être au niveau de la contribution, au niveau de la relocalisation, de la démolition du bâtiment et de la remise en état du terrain. Puis là, on attend après le ministère sa contribution dans ce fonds-là. Donc, on est là-dedans encore, mais comme on vous dit, c'est un dossier là, qu'on suit de très près, puis régulièrement, on parle avec les gens de la Ligue des propriétaires de Vauvert. Là, on se parle, je vais encore parler avec M. Murray ce matin. Pas d'autres questions? Ça fait le tour. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on est rendu à la clôture de la séance. Je te propose. Merci, M. Bouchard. Donc, on se dit dans quelques semaines. En fait, ça va être très près. Hein? Le 9 décembre. Le 9 décembre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien, je pense que c'est un peu prétentieux, là, puis je l'assume vraiment. Mais j'aimerais vraiment ça que Délices du Lac-Saint-Jean devienne un peu la pierre angulaire du Bleuet transformé. Je parle pas de première transformation, mais de deuxième et troisième. L'accueil, l'industrie touristique, la transformation à son plus bas niveau. Pour moi, ça serait vraiment ça. Les gens reconnaissent l'entreprise comme étant un pôle de transformation de la matière qui est abondante en région. Moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on fait pas ça pour les mauvaises raisons. On le fait réellement pour les bonnes raisons. Et on veut faire goûter la région à l'ensemble de la population. Donc, dans 5-10 ans, ce serait vraiment de devenir un pôle de transformation.